Très heureux de vous retrouver dans Salon Patriotique, votre espace de débat et d'analyse où la vérité et l'intérêt national sont au cœur de chaque discussion. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet crucial pour l'avenir de la RDC, je cite, le partenariat RDC-États-Unis autour de minerais stratégiques entre enjeux de souveraineté, de développement économique et responsabilité environnementale. Ces ressources placent notre pays au cœur de la transition énergétique mondiale. Pour éclairer ces débats, nous avons l'honneur de recevoir Maître John Koulenfouka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et cadre politique au sein du parti Lumumbiste Unifié, qui nous apportera son analyse précise sur les enjeux, les risques et les opportunités de ces partenariats. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission. Voici maintenant le portrait de notre invité. Maître John Koulenfouka est la rigueur du droit au service de la nation. Né à Kinshasa et originaire de la province du Bandundu dans les territoires du Boulungu, Maître John Koulenfouka incarne l'alliance rare entre l'excellence intellectuelle et engagement citoyen. À la croisée de l'effervescence de la capitale et de l'enracinement provincial, il forge une vision du droit résolument tournée vers la défense de l'intérêt général et la consolidation de l'état des droits. Son parcours académique débute à l'EP1 Kingasani, où se dessinent très tôt les bases d'une discipline intellectuelle et rigoureuse et d'un sens aigu du devoir. Habité par une vocation affirmée par les sciences juridiques, il poursuit naturellement ses études à l'université de Kinshasa, au lieu de formation de l'élite congolaise. En 2009, il y décroche une licence en droit, première étape d'un cheminement marqué par l'exigence et la persévérance. Refusant toute complaisance intellectuelle, il approfondit sa formation jusqu'à l'obtention en 2024 d'un diplôme de DA avec grande distinction, consacrant une maîtrise solide et approfondie de la science juridique. Inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître John Koulenfouka exerce sa profession avec rigueur, probité et un sens élevé de la responsabilité. Sa pratique se distingue par une lecture fine et stratégique des textes de loi, une argumentation méthodique et un attachement constant aux valeurs fondamentales de la justice. Juriste de conviction et acteur engagé, il s'affirme progressivement comme une voix crédible et respectée dans les débats juridiques et institutionnels, notamment sur les questions de gouvernance, de justice et de souveraineté nationale. Maître John Koulenfouka incarne une génération de professionnels du droit déterminés à mettre leur savoir, leur éthique et leur énergie au service d'une République démocratique du Congo plus juste, plus forte et résolument tournée vers l'avenir. Maître John Koulenfouka est aujourd'hui invité au Salon Patriotique. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, je reçois Maître John Koulenfouka, cadre du parti Lumumbiste Unifié et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour pouvoir échanger autour de ces partenariats qui fait boule de neige dans l'opinion nationale qu'internationale. Merci Maître John d'être venu répondre à notre invitation, mais c'est votre première fois de nous visiter. Quelles sont vos impressions? Bon, c'est d'abord vous féliciter pour ces beaux cadres et j'ose croire que c'est une initiative à soutenir. Et nous vous encourageons et nous serons de temps à autre tardés vers vous pour pouvoir booster cette activité. Et c'est ça. Exactement, merci. Maître John, nous vous avions contacté pour parler du partenariat RDC-Rwanda. RDC-États-Unis, voulais-je dire. Alors pourquoi le minerai stratégique de la RDC attire-t-il aujourd'hui autant l'attention des États-Unis? Bon, je ne dirais pas seulement l'attention des États-Unis, mais l'attention du monde entier, d'autant plus que
la République démocratique du Congo est le coffre-fort de l'humanité en matière de ressources minérales. Et c'est tout à fait normal. Les États-Unis, en tant qu'une puissance mondiale, et ils ont besoin de ces minéraux dits stratégiques, surtout à l'heure actuelle de la transition énergétique. Alors, est-ce un tournant géopolitique dans les relations RDC-États-Unis, du cobalt, du lithium et du coltan? Bon, un tournant géopolitique, je dirais oui, parce que avec ce partenariat, les États-Unis vont investir dans notre pays dans différents domaines et ça va marquer les retours en force des États-Unis. Nous savons à l'époque, les États-Unis avaient beaucoup d'investissements dans notre pays, pour ne citer que le cas du General Motors. C'était une grande compagnie. Tous qui ont vécu à Tchangou connaissent ce que représentait cette grande société américaine et qui aujourd'hui, ce sont des genres des investissements qui manquent à notre pays et je crois que ça va marquer vraiment un tournant positif pour notre économie. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent-ils prétendre être des partenaires crédibles de la RDC tout en fermant les yeux sur le rôle présumé du Rwanda dans le pillage de minerais congolais? Les États-Unis n'ont pas fermé les yeux. Nous avons suivi l'implication du président Donald Trump, que nous félicitons à la différence de ses prédécesseurs. Il a pris ces dossiers à cœur et il s'est investi sur ces dossiers au point où aujourd'hui nous avons déjà signé un accord avec le Rwanda sur le retour de la paix et le retrait de ses forces en République démocratique du Congo. Et au stade actuel, cet accord est au niveau d'exécution. Je crois que la pression est en train de monter au créneau et le Rwanda devra s'exécuter et au cas contraire, l'air sera appliqué la force pour pouvoir respecter ses engagements. Alors comment expliquer que certains acteurs africains soient poursuivis par les États-Unis? C'est le cas de, je fais allusion à l'arrestation de Nicolas Maduro. Tandis que d'autres, pourtant, régulièrement cités dans les rapports onusiens sur l'instabilité à l'est de la RDC, ne le sont pas. Bon, le dossier relatif à l'insécurité dans la partie est de notre pays, je dirais qu'il a eu une évolution considérable. Au-delà de ce qui était comme des rapports, au-delà de ce qui était comme des pressions diplomatiques, aujourd'hui nous avons un accord. Et c'est cet accord qui a un caractère contraignant et les États-Unis en tant qu'arbitres feront de leur mieux pour que les parties respectent ces engagements. Et c'est ce que nous constatons déjà. Et s'il s'avère que cette arrestation ou que les États-Unis aboutissent à cette pression, comme ils l'ont fait avec Maduro, je ne pense pas que cela soit une hypothèse à écarter. Alors la RDC ne devrait-elle pas conditionner ses partenariats stratégiques avec les États-Unis à une position claire de Washington sur l'agression rwandaise à l'est du pays? Mais la position des États-Unis est déjà claire. Dès lors que nous avons signé un accord, c'est question de pénétrer l'accord, de savoir. Et lorsque l'accord dit que le Rwanda doit retirer ses forces de la République démocratique du Congo, c'est déjà ça comme force contraignante de cet accord. Mais fort malheureusement, les éléments rwandais, la FCM 23 sont toujours à Uvira et ils ne se sont pas complètement retirés. Ils sont là de manière nostalgique, comme vous le savez, parce qu'ils avaient fait des discours avec pompe, qu'ils vont avancer vers Kalemi, ils vont avancer, prendre Kinshasa dans 2 mois, 3 mois. Maintenant, ils sont contraints par ces accords de se retirer de notre territoire. Est-ce qu'ils sont en train de se retirer ou ils sont en train de bouder jusque-là? Bon, je pense que l'Africom a déjà fait son signal fort et il travaille déjà en collaboration avec nos forces armées.
et toute la pression, y compris l'usage de la force, sera usée pour pouvoir faire respecter ces accords pour que la paix règne sur toute l'étendue de notre territoire. Est-ce que les États-Unis ne protègent pas Paul Kagame? Je ne pense pas. Dans la mesure où les États-Unis ont même fermé leur ambassade à Kigali, je pense que c'est déjà un signal fort. Ils ont déjà tourné les dos au Rwanda. Donc, il ne faut pas rêver. Ils ont déjà tourné les dos au Rwanda. C'est fini. Qu'est-ce qui vous fait dire? Oh, mais nous sommes en diplomatie. Du moment où les États-Unis ferment son ambassade au Rwanda, cela veut dire quoi? C'est un message. C'est un message. Faire de Kagame, Paul Kagame... c'est fini. Comme ils l'ont fait avec Nicolas Maduro, vous ne pensez pas bon, que c'est louable pour tous les les Congolais? Bon, je pense que notre souhait, c'est que les Rwandais s'exécutent de bonne foi et que la paix revienne sans qu'il y ait moindre goutte de sang qui soit versée. C'est ça notre souci. Et dans tous les accords, il y a toujours ce caractère de bonne foi, d'exécuter les engagements de bonne foi. C'est même la règle générale en ce qui concerne les conventions internationales. C'est la bonne foi. Mais au cas où cette bonne foi est entamée, je crois que le paramètre d'user de la force et de la puissance des États-Unis, ce paramètre n'est pas tout à fait exclu. Je crois que c'est ce que je venais de le dire tout à l'heure. On avait reçu une délégation de l'Africom. Je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et si les Rwandais ne s'exécutent pas, l'usage de la force ne sera pas exclu. Justement, alors parlons du cadre juridique maintenant. Est-ce que les cadres juridiques congolais actuels protègent-ils suffisamment les intérêts de l'État face aux multinationales américaines? Bien sûr, nous disposons d'une législation qui protège très bien et mieux les intérêts de l'État congolais. Alors, quels garde-fous juridiques doivent être impérativement intégrés dans les accords RDC États-Unis sur le minerai stratégique? Dans la mesure où les accords sont déjà signés, je crois de bonne foi, c'est au parti de respecter ces accords, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que le respect de ces accords et que nous pensons que c'est un accord fructueux pour l'avenir de notre pays. Alors, que pensez-vous, John Koulenfoka, de contrats miniers hérités du passé face aux nouvelles ambitions américaines? Bon, dans le passé, nous avons eu des contrats miniers qui nous ont plus apporté des dettes que des capitaux. Alors qu'avec le partenariat entre les États-Unis signé récemment par le président Félix Tshisekedi, et je crois, et cela est d'autant plus vrai, que ces partenariats vont nous amener des investissements sûrs et des capitaux pour booster notre économie. Alors, que pensez-vous concrètement, quelle opportunité ce partenariat peut-il offrir en termes d'industrialisation locale? Bon, en termes d'industrialisation locale, comme nous le savons, l'exploitation minière donc question, c'est une exploitation industrielle. Donc, bien sûr, nous allons bénéficier de l'apport de la technologie américaine à travers ces partenariats ou la mise en œuvre de ces partenariats. Peut-on alors espérer, parce que vous en parlez, peut-on alors espérer d'une chaîne de valeur ou restera-t-on dans l'exportation brute? Je crois que là-dessus, c'est comme je vous avais dit, les codes miniers congolais organisent tout. Il y a une quantité qui doit être exploitée sur place et il y a une quantité prévue pour que les entreprises aussi exportent. Et je crois que ce qui compte, c'est le suivi, ce qui compte, c'est le respect aussi de nos lois respectives. Alors, ce partenariat va-t-il réellement créer d'emplois pour la jeunesse congolaise? Très bien, parce que nous le savons, l'exploitation minière industrielle emploie toujours un grand nombre
de main-d'œuvre. Et lorsque je vois le nombre d'employés à Kibali Gold Mining, le nombre d'employés à KCC, le nombre d'employés à Tenke Fungurume, ce ne sont pas des petits investissements, ce sont de gros investissements et qui nécessitent également une forte main-d'œuvre. Et je crois que les Congolais vont gagner de l'emploi sûr et de l'emploi dans le respect du code de travail. Alors, comment protéger les communautés locales impactées par l'exploitation de minerais stratégiques? Je crois que toujours dans le même ordre d'idées, les communautés trouvent leur part à travers le code minier qui, dans son article 242, fait une bonne répartition, contrairement au code minier de 2002. Le code minier actuel de 2018 fait une bonne répartition en ce qui concerne les redevances minières. Et je crois que c'est question pour ces entités de bien vouloir utiliser à bon escient ces revenus de l'exploitation minière. Peut-on alors dire que la transition énergétique mondiale profite-t-elle réellement à la population congolaise? Ça profite lorsque vous visualisez l'économie congolaise. C'est une économie rentière. C'est une économie tournée vers la rente minière. Et cela a été même démontré par la Banque mondiale que les secteurs miniers constituent la clé de voûte du développement de la République démocratique du Congo. Donc, disons en clair, la majorité des recettes de notre pays proviennent de ces secteurs-là, proviennent du secteur minier. Et je crois qu'avec ces partenariats, la mise en œuvre de ces partenariats, qui va nous apporter des capitaux important, ça va booster notre économie et le développement de notre pays. Alors, quelle est la position idéologique du PALU? Parce que vous y êtes cadre, haut cadre même, je dirais, sur ces partenariats avec les grandes puissances. Naturellement, le PALU soutient la vision de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et le PALU est dûment représenté dans ce gouvernement à travers son secrétaire général, le chef du parti, Maître Didier Mazenga Mokanzo, l'actuel ministre du Tourisme. Le PALU soutient donc ce partenariat parce que ce partenariat apportera des capitaux à notre pays et ces derniers auront l'impact sur notre économie. Non, sur notre économie, mais quel message le PALU adresse-t-il aux jeunes sur la gestion des richesses minières nationales? Le message pour la jeunesse, c'est de se constituer aux sociétés de sous-traitance pour que, le moment venu, nous puissions apporter aussi notre part dans cet édifice que le chef de l'État amène pour l'intérêt général de notre peuple. Est-ce que dans ces partenariats, pouvons-nous parler du gagnant-gagnant? Bien sûr, c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent dans ces partenariats? Ce que les États-Unis gagnent, les États-Unis ont besoin de minéraux et nous avons besoin de capitaux, de ressources naturelles pour construire notre pays. Donc, c'est gagnant-gagnant. Qui gagne plus dans ces partenariats? Il n'y a pas quelqu'un qui gagne plus, d'autant plus que nous avons un code minier qui définit ce que l'État gagne et ce que les investisseurs gagnent. Et notre code minier, c'est parmi des codes miniers qui sont en Afrique comme des modèles pour l'attractivité des investissements étrangers. La lutte contre le pillage de minerais stratégiques peut-elle être crédible sans sanction contre les États et dirigeants qui en sont les principaux bénéficiaires indirects? Pour lutter contre quoi? Le pillage de minerais stratégiques. Le pillage des minerais stratégiques, bon, on parle de pillage en droit minier, il s'agit de l'exploitation minière
qui est faite en dehors de la loi. C'est notamment ce qui se passe à l'est de notre pays avec des groupes armés qui exploitent illégalement les richesses de notre pays. Et je crois que ce partenariat n'a pas seulement un volet économique, il y a aussi un volet sécuritaire. Et de ce fait, il y a un travail qui sera fait pour rétablir l'ordre et la sécurité dans notre pays. Et je crois qu'il y aura un impact positif sur l'ensemble des activités dans notre pays. Effectivement, en une position claire, Maître John, la justice internationale doit-elle s'appliquer à tous, y compris aux chefs d'État en exercice lorsqu'il s'agit de crimes commis en RDC? Je crois que en ce qui concerne les crimes, notamment les crimes qui sont réprimés par les statuts de Rome, la RDC fait partie du statut de Rome. Je crois que en application de ce que prévoient les normes du traité créant la CPI, s'il y a des violations des droits de l'homme, notamment ce qui se passe à l'est de notre pays, des massacres de notre population par le Rwanda, pourquoi pas la CPI peut se saisir contre les auteurs de ces crimes. En tant que juriste maintenant, estimez-vous que les éléments documentés par les Nations Unies sur l'implication du Rwanda suffisent à justifier des poursuites internationales contre Paul Kagame? Il y en a assez, On parle aujourd'hui de 13 millions de morts. Je crois que 13 millions de morts, ça représente plus de 4 pays africains. Nous savons, il y a des pays comme la Namibie, où on peut compter 2 millions d'habitants. Il y a, par exemple, juste ici en face, le Congo-Brazzaville, c'est à peu près 6 millions d'habitants. Nous avons le Ghana, c'est à peu près 4 millions d'habitants, si je ne m'abuse pas. Alors pour 13 millions d'habitants, je crois que ce sont des êtres humains, ce sont des âmes qui méritent justice. Alors peut-on parler de coopération sincère lorsque les alliés de la RDC protègent diplomatiquement des dirigeants accusés de crimes économiques et humanitaires contre le peuple congolais? Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle qu'il y ait une protection. Je crois que le dossier est en train d'évoluer. Grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a maintenant des langues qui se délient. À l'époque, pour incriminer les Rwandais, c'était un tabou. Mais aujourd'hui, tout le monde condamne le Rwanda. Il y a eu des avancées significatives en ce qui concerne la responsabilité des crimes commis à l'est de notre pays par les Rwandais et son dirigeant Paul Kagame. Alors, l'arrestation de Nicolas Maduro ne devrait-elle pas ouvrir la voie à une justice équitable, incluant tous les responsables, quel que soit leur poids géopolitique ou leur alliance? Je crois que c'est un exemple, d'autant plus que c'est une façon aussi de combattre l'injustice à travers le monde. Et que si les États-Unis se mettent pour le respect des droits de l'homme, à appliquer les droits de l'homme à tous les sanguinaires qui s'entêtent, je crois que ça serait un bon exemple. Alors quel message, d'après vous, les États-Unis est en train de lancer à la jeunesse congolaise lorsqu'il arrête certains Africains tout en protégeant d'autres, pourtant accusés de déstabiliser durablement la RDC? Je pense que les États-Unis ont pris cette fois-ci une position claire en ce qui concerne l'Est de la RDC. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter seulement à la force. Il y aura la justice pour notre pays, pour notre peuple qui a versé son sang injustement pour des appétits justement économiques et commerciaux des pays voisins de la République démocratique du Congo. Alors le Parlement et la société civile jouent-ils pleinement leur rôle de contrôle dans ces partenariats? Je crois que il y a un travail qui est en train d'être fait et au moment opportun, lorsqu'il sera question de mettre en œuvre le partenariat, je crois que chaque partie
va saisir la balle au bon pour faire son travail. Jusque-là, l'accord est signé, mais on attend la mise en œuvre. Ah, l'accord souffre encore de... Non, l'accord ne souffre pas. De la mise en œuvre. L'accord ne souffre pas, mais il s'agit là des étapes. Quand on signe, il faut qu'il y ait aussi la mise en œuvre. Tout ne se fait pas par bâton magique ou par des moyens exotiques. Donc, c'est tout un processus. Il y a un travail que la RDC doit faire et il y a aussi un travail que les États-Unis est appelé à réaliser pour convaincre ces opérateurs économiques de venir investir massivement en République démocratique du Congo. En tant que cadre du PALU, comment conciliez-vous partenariat international et préservation de la souveraineté économique de la RDC? Oui, la souveraineté de notre pays est toujours préservée parce que ce n'est pas un partenariat imposé. C'est un partenariat qui a fait l'objet de débats, de pourparlers jusqu'à aboutir à la signature. Je crois que notre souveraineté poserait un problème si c'était un cas de forcing, mais il n'y a pas eu forcing, c'est un accord négocié, de commun accord entre les parties. Donc la RDC est bénéficiaire. La RDC est bénéficiaire dans le cadre de cet accord. Parce que nous le savons, les investissements américains sont même recherchés par l'Union européenne, d'autant plus que même la Chine a besoin de ces investissements. Si aujourd'hui la RDC bénéficie des investissements américains, je crois que ça sera un bon signal pour d'autres pays à travers le monde de venir investir dans notre pays. Et ça sera pour le bonheur de notre peuple. Donc, Koulen-Fouka, vous êtes avocat. Aidez quand même nos téléspectateurs à comprendre, à retenir quelque chose sur ces partenariats RDC-États-Unis. Qu'ils doivent retenir nos téléspectateurs de ces partenariats? Ces partenariats, c'est un partenariat comme tout autre. La RDC n'est pas je dirais que la RDC a une expérience à ce qui concerne ce genre de partenariat. Nous avons ce genre de partenariat avec la Chine et même avec d'autres pays africains. Donc cela ne doit pas être considéré comme, je dirais, un tabou. Il ne fallait pas, parce que les États-Unis, c'est une puissance, non. Donc c'est un partenariat comme tout autre partenariat, mais du moins avec les États-Unis, nous sommes sûrs et certains que les États-Unis disposent de firmes qui peuvent nous amener des capitaux frais et un développement. Aujourd'hui, au sein de l'opinion, on parle du dialogue inclusif. Maître Don Koulen-Fouka, êtes-vous partant pour un dialogue inclusif? Le dialogue est toujours permanent dans une société et je ne peux être contre les dialogues. Nous sommes africains. Le dialogue a été toujours permanent et le chef de l'État lui-même, plusieurs fois, l'a dit qu'il reste ouvert à tout dialogue et le dialogue est toujours permanent. Donc, je trouve que s'il y a une initiative pour apporter un plus dans les efforts que le chef de l'État est déjà en train de déployer pour cimenter la paix, pour cimenter la cohésion nationale, je ne trouve pas un inconvénient à ce qui est. La diplomatie semble ne pas ramener la paix à l'Est. Pensez-vous que le dialogue va finalement nous donner accès à la paix à l'Est? Bon, la situation de l'Est, c'est une situation complexe. Attention. Et le dialogue et la diplomatie. La situation de l'Est, c'est ce que nous avons dit, a déjà fait l'objet de l'accord entre les États-Unis et la RDC. Mais les dialogues, en ce qui concerne les Congolais, les dialogues restent permanents. Il ne faut pas d'emblée changer le fusil d'épaule parce que nous avons un accord et on attend l'exécution de cet accord pour ramener la paix dans notre pays. Donc, on a déjà la solution pour la paix dans notre pays. C'est quoi la solution, ce sont ces accords qui doivent qui souffrent encore d'application. Non, qui souffrent d'application dans quelle mesure? Parce que les États-Unis, la RDC, le cessez-le-feu a été donné par les États-Unis. Mais fort malheureusement,
le fait a été violé par le Rwanda, par Paul Kagame. Bon, c'est ce que je vous dis. Je venais de vous dire. Voilà pourquoi je dis que ces accords... Cet accord ne souffre de rien, il sera exécuté. Ce n'est pas un simple papier, c'est un accord. Un accord reste un accord. Il faut les respecter. Il y a deux modes pour respecter un accord. Il y a l'exécution volontaire, au cas où il y a la bonne foi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exécution forcée, au cas où il y a la mauvaise foi. Et je crois, lorsque la mauvaise foi du Rwanda sera attestée par tous les moyens, l'usage de la force ne sera pas exclu pour amener la paix. Maître John Koulenfouka, tout à l'heure, vous disiez que les dialogues restent la voie légitime pour toute sortie de crise. Qui voudriez-vous voir autour de la table de ces dialogues? Bon, je crois que j'ai été clair dans mes dires. On ne force pas les gens à dialoguer. Mais lorsqu'il sera question de dialoguer, je crois que toutes les parties prenantes vont s'exprimer pour participer à ces dialogues. Donc, ça ne sera pas, ce n'est pas un moyen de contrainte pour venir participer au dialogue. Non. Il y a des conditions qui seront posées au cas où cette option est levée. Parce qu'on n'en est pas encore là. Au cas où l'option est levée, les gens vont participer librement. Ça ne sera pas une contrainte. Les gens vont participer librement, même Corneille Nangaa? Bon, je ne suis pas son avocat pour donner sa position. C'est que vous pensez. Cette question, mais je ne peux pas répondre à ça. Je n'ai pas reçu, vous savez, je suis avocat, je n'ai pas reçu procuration de parler en son nom. Je crois qu'il y a des gens qui sont mieux placés de parler en son nom. Moi, j'interviens dans cette émission en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel chercheur pour porter la lumière sur certaines questions qui peuvent aider notre peuple de mieux cerner les contours de ces partenariats entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais en ce qui concerne la position de Nangaa, qu'il va participer ou pas, c'est à lui de donner sa position. Je ne pense pas que je suis mieux placé à répondre à sa place. Êtes-vous pour un dialogue exclusif ou inclusif? Je crois que là aussi, il y a... Je suis membre d'un parti. Et à un moment opportun, le Palou va lever l'option quant à ça. Mais je ne peux pas pénétrer et vider cette question, d'autant plus que nous sommes dans un parti de discipline. Et il appartiendra au bureau politique au moment opportun de se prononcer quant à ça. Pensez-vous que ces dialogues dont vous faites allusion, c'est-à-dire un dialogue exclusif, aura-t-il vraiment d'impact sans la tête de Joseph Kabila? Mais je peux encore vous répéter. Je ne suis pas leur avocat pour parler à leur place. En ce qui concerne les dialogues, les partis Lumumba signifiés, c'est une question quand même délicate. C'est au parti de se prononcer et de donner une ligne. Et nous, en tant que des militants et des cadres, c'est cette ligne qui sera décidé par les Palou que nous allons suivre. À ce stade, c'est un peu prématuré que je me prononce sur cette question. Comment appréciez-vous alors la démarche de la CENCO et de l'ECC? Parce que eux, là, ils appellent à un dialogue où tous les Congolais, tous les patriotes congolais se retrouvent autour de la table. Quand je parle de tous les Congolais, là, je fais allusion à Kabila, à Nangaa, à Daniel Safou. Comment vous trouvez les démarches? Bon, c'est ça que je vous ai dit, malgré que nous, on ne fait que tourner à rond. Tu ne fais que tourner à rond. Ils s'inscrivent en faux. La question concernant les dialogues, c'est une question épineuse, c'est une question délicate, c'est une question de haute portée politique. J'aimerais que notre parti se prononce avant que nous puissions relayer la position de notre parti. Ce serait pour moi prématuré de vous dire quoi qu'en penser. Revenons alors aux accords. Que devrait refuser catégoriquement la RDC dans toute négociation sur ces minéraux stratégiques? Mais l'accord est déjà signé, papa.
qu'est-ce que la RDC peut se refuser? La RDC n'a qu'à faire sa part de choses dans ces contrats, dans ces partenariats. Tout ce qui nous concerne, c'est de le faire de bonne foi, de sorte que l'autre partie aussi exécute sa part. Donc, il n'y a rien de ce que nous devons éviter. L'accord est signé, c'est pour l'avantage de notre peuple, c'est pour l'intérêt de notre peuple. On attend la mise en application de ces partenariats. Alors, parlons de ce que la RDC devra gagner dans ces partenariats. Vous l'avez dit tantôt que ça sera la sécurité à l'est de la RDC. Non seulement à l'est, mais sur toute l'étendue de la République. Alors, effectivement. Essayez un peu de nous expliquer, de nous aider à comprendre la faisabilité. Est-ce que les États-Unis vont déployer ses troupes, s'installer à l'est, partout en RDC, ou comment ça va être? Bon, je crois que c'est une coopération comme tout autre. Ils vont nous fournir un appui en ce qui concerne la sécurité. Nous allons collaborer. Et la RDC n'est pas le premier pays dans le monde de signer ce genre de partenariat avec les États-Unis. Si l'Union européenne le fait, et il paye des millions pour obtenir la protection des États-Unis, et pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC? Donc ce n'est pas un partenariat, je dirais, unique dans le monde. Les États-Unis ont les partenariats, même avec l'Union européenne, même avec d'autres puissances à travers le monde. Donc je trouve que ces contrats, ces partenariats, pour la RDC, c'est un partenariat qui va apporter beaucoup de solutions. Les soldats américains vont venir en RDC. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Alors, la RDC aujourd'hui négocie-t-elle en position de force ou de faiblesse? Bon, la RDC a négocié comme un État indépendant. Nous ne sommes pas... La RDC n'est pas dans un état de faiblesse parce que nous avons des institutions qui fonctionnent effectivement. Donc, la RDC a négocié en tant qu'État souverain. Nous sommes en position de force? Nous sommes dans la position qui est la nôtre. Nous sommes dans la position qui est la nôtre. Je ne dirais pas que nous avons négocié en position de force face aux États-Unis, ni les États-Unis ont négocié dans une position de force face à la République démocratique du Congo. C'est une coopération entre États. Alors, sur le minerai stratégique, John Koulian-Foucault, est-ce qu'il n'y a que les États-Unis qui est en partenariat avec la RDC ou d'autres pays sont aussi invités? Bon, c'est un partenariat bilatéral entre des États, donc entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Mais ce partenariat peut aussi avoir un impact positif pour attirer d'autres investissements et d'autres pays. Alors, est-ce que la RDC dispose-t-elle aujourd'hui des mécanismes juridiques nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux? Bien sûr, la République démocratique du Congo, à ce jour, dispose d'un code minier et la République démocratique du Congo, à ce jour et depuis 2007, est membre de l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives. Donc, étant membre de l'ITIE, je crois que la RDC a déjà verrouillé tout ce qui concerne ses intérêts. Comment garantir que les retombées profitent suffisamment à la population congolaise? Bon, les retombées, c'est d'abord le développement de notre secteur minier. C'est aussi l'augmentation exponentielle de l'exploitation minière. Il y a la création d'emplois et il y a des revenus pour notre pays et des revenus nécessaires pour pouvoir booster notre économie nationale. Alors, en quoi ces partenariats s'inscrivent-ils dans le contexte géopolitique mondial actuel? Bon, dans la mesure où c'est comme je vous ai dit d'entrée de jeu, presque toutes les puissances sont dans la course
de ces minéraux stratégiques pour le renouvellement de l'énergie. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ces minéraux qui luttent contre l'usage de la pollution, ce sont ces minéraux qu'on appelle les minéraux stratégiques, que les puissances sont dans une course pour pouvoir booster aussi leurs industries. Alors, quelle opportunité économique réelle ces partenariats peut-il offrir à la RDC? Bon, les opportunités, c'est presque dans tout le domaine, hein, parce que l'exploitation minière, tout autour de l'exploitation minière, il y a un développement d'autres activités connexes. Donc, ça va jouer un rôle très, très capital pour notre économie. Et nous allons connaître ce que l'Angola a connu avec les booms pétroliers. Si les capitaux américains arrivent dans notre pays, nous allons aussi connaître un boom minier dans notre pays et ça serait un moment très favorable pour nous de profiter pour construire notre pays. Alors, quelle sera la place des entreprises minières congolaises dans ces partenariats, qui est suffisamment dominé par les grandes puissances? Bon, ces entreprises aujourd'hui, dans la majorité, détiennent des concessions et je crois qu'ils ont intérêt à mettre en valeur aussi leurs concessions et de bénéficier aussi de l'expérience de ces sociétés. Les États-Unis vont renforcer nos entreprises minières ici ou bien ils vont créer leurs propres entreprises? Ça dépendra, ça dépendra. Il y a des terrains de collaboration et il y a aussi des terrains qui sont libres auxquels ces sociétés vont également exploiter. Alors comment la RDC peut-elle utiliser ces partenariats pour renforcer sa capacité de négociation sur la scène internationale? Bon, je crois que nous deviendrons à travers, où nous sommes devenus des partenaires stratégiques pour les États-Unis à travers ces partenariats. Et je crois que nous pouvons dire coup de chapeau au chef de l'État qui, au-delà des aspects sécuritaires, nous a ramené des atouts économiques à travers ces rapprochements entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est vraiment un exemple pour notre pays. Ce que le président fait, c'est très capital, c'est très important parce que les investissements américains à travers le monde sont vraiment recherchés et je crois que c'est vraiment un atout pour notre pays. En cas de non-respect des engagements par les partenaires étrangers, la RDC dispose-t-elle des leviers juridiques et diplomatiques suffisants pour se faire respecter de Nicolas Foucault? Bon, je crois que la RDC, c'est un pays à vocation minière. Nous avons déjà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes membres de l'ITIE, et nous avons un code minier, et nous avons de grandes firmes, que ce soit canadiennes ou anglaises qui opèrent dans notre pays. Je ne pense pas que la RDC va déroger à la règle. Ces partenariats s'inscrira toujours dans le cadre de la continuité de ce que la République démocratique du Congo fait déjà et le fait avec un score plus élevé à travers l'Afrique. Il va contraindre, en cas de non-respect de ces partenariats, la RDC va contraindre les États-Unis à respecter. Bon, je crois que le code minier a déjà résolu tous ces problèmes et il y a des institutions qui existent pour respecter. Partant d'abord dans notre pays, que dit d'abord ce code minier? Il y a des sanctions quand un investisseur ne respecte pas le code minier. Il y a des sanctions, on peut lui retirer la licence d'exploitation. Je crois que nous sommes un pays souverain, nous avons des lois et ce sont ces lois-là qu'il faille appliquer pour que notre pays gagne. Donc c'est juste une question de respect de la loi. Tout est déjà prévu par la loi minière. Les États-Unis parlent souvent de minerais responsables. Comment la RDC peut-elle transformer cette exigence en avantage stratégique plutôt qu'en contrainte imposée?
Je ne pense pas que ça soit une contrainte imposée, d'autant plus que notre politique minière, comme celle de la plupart des pays africains, c'est d'attirer plus des investissements étrangers. Et dès lors que les États-Unis nous apportent des capitaux à travers ces opérateurs économiques, je crois qu'il n'y a pas une innovation, C'est juste la politique de notre pays que le chef de l'État est en train d'implémenter pour que la République démocratique du Congo bénéficie de ces investissements. Que ce soit ailleurs, que ce soit dans d'autres pays africains, ils ont besoin de ces investissements. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un pari gagné pour le chef de l'État, pour le peuple congolais, pour notre pays. Avant de vous laisser répondre aux questions des internautes de Nicolas Foucault, dites-nous, comment vous aviez apprécié l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis? Est-ce une violation des droits internationaux? Bon, il ne faut pas seulement avoir les règles qui... Est-ce que Donald Trump était dans les droits d'arrêter Nicolas Maduro? Bon, en ce qui concerne les droits, les États-Unis, je ne dirais pas qu'ils ont raison ou tort. Les États-Unis aillent déjà à appliquer ce genre de pratiques, que ce soit dans le passé. C'est une puissance. En droit international, les rapports de force jouent. Oui, les règles existent, mais les rapports de force jouent également. John Nicolas Foucault, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Je vais vous lire la première question. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Sentez-vous à l'aise. Elle est signée Samuel Alomba. Samuel dit Maître John Nicolas Foucault, ne craignez-vous pas qu'un jour les États-Unis s'accaparent de ces minerais stratégiques? S'accaparer comment? D'autant plus genre confisqué. Non. Je crois que les mines, c'est comme, je peux dire, le sol congolais. La loi est claire, la Constitution. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Les droits que la République démocratique du Congo va concéder aux opérateurs américains dans le cadre de la mise en œuvre de ces partenariats, ce sont des droits d'exploitation et non des droits de propriété. J'essaie de comprendre, Samuel, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump se comporte en dictateur. Non, contrairement à ça, je vous dis que les entreprises... Contrairement à ça, les entreprises américaines sont des entreprises qui respectent les lois nationales des États. Contrairement à ce que vous pensez. Oui, ce n'est pas, la première fois. Je vous ai dit ici, il y avait à l'époque General Motors qui avait sa représentation dans notre pays. Et vous pouvez suivre le rapport de cette société. C'était parmi les meilleures sociétés. Donc, je crois que les sociétés américaines, ce sont parmi les meilleures sociétés. Ce sont des sociétés qui ne travaillent pas dans la corruption. Ce sont des sociétés qui respectent les lois. Pour ne pas citer l'exemple de Glencore dans notre pays, si vous avez déjà eu à faire un travail avec Glencore, ce sont des sociétés qui respectent la loi. Ils payent ce qui est consacré par la loi. Ils s'acquittent de leurs redevances régulièrement et dans le respect des normes. Ce sont des sociétés qui ne sont pas dans des combines, ce sont des sociétés qui travaillent dans le respect de la loi. Donc, je crois que, contrairement à cette perspective péjorative, ce sont des bonnes sociétés. Ce sont des bonnes sociétés. Même d'autres puissances à travers le monde ont besoin des investissements américains. Parce que ce sont des investissements sûrs. Je vous prends la deuxième question. La deuxième question, elle est signée Esther Kaya. Esther dit, les partenariats RDC-États-Unis répondent-ils d'abord aux priorités de développement de la RDC ou aux besoins industriels et sécuritaires américains?
Mais je crois que ça répond aux besoins de toutes les parties parce que nous, la République démocratique du Congo, à travers cette manne minière, nous avons besoin de capitaux pour construire notre pays. Donc, tout investisseur américain qui vient dans le cadre de ces partenariats est le bienvenu dans notre pays. Je peux vous lire la troisième question? La troisième question, oui. Je vous lis la troisième question. Elle est signée Norbert Ngambi. Quelle est la marge de manœuvre? Ngambi. Non, Norbert. Norbert Ngambi. Oui. Ok. Quelle est la marge? Robert Ngambi. Quelle est la marge de manœuvre réelle du gouvernement congolais face aux exigences géopolitiques des États-Unis? Ces exigences sont lesquelles? Il faut parler de quelles exigences? Il n'a pas précisé. Cette question n'est pas précise. Quelle est la marge de manœuvre réelle du gouvernement congolais face aux exigences géopolitiques des États-Unis? Oui, c'est ce que je dis. Ces exigences sont lesquelles? La question n'est pas précise. Dans ces partenariats, il n'y a pas eu définition des exigences de deux parties contractantes? Non. Bon, je crois que ici, on ne doit pas extrapoler. Les partenariats économiques, la République démocratique du Congo les signe régulièrement avec d'autres États. Le partenariat, c'est quoi? C'est juste un cadre qui définit, qui encourage les parties de travailler ensemble. Donc, il n'y a pas à deviner par des mécanismes exotiques pour savoir si on crée un fantôme ou un monstre. Non. C'est le même partenariat que nous avons avec la Chine, avec les États-Unis, même avec l'Afrique du Sud, même avec l'Angola. C'est le même partenariat. Ici, je crois que on ne doit pas prêter des intentions. Les partenariats ont pour rôle d'encourager les parties et les investisseurs des deux États d'œuvrer ensemble. Je vous pose une question là-dessus. Est-ce que ce partenariat peut-il survivre à un changement d'administration aux États-Unis sans fragiliser les intérêts de la RDC? Je ne vais pas non plus vous apprendre les principes connus de tous. Les hommes passent, mais les institutions restent. Ce ne sont pas, ce n'est pas un accord privé, c'est un accord entre États. Je ne pense pas que les États-Unis ou la République démocratique du Congo vont changer. La RDC restera la RDC et les États-Unis resteront les États-Unis. John Koulen Fouka, l'émission est en train de toucher à sa fin, mais avant peut-être de vous libérer, j'ai l'honneur de vous informer que dans cette émission, nous avons pour premier téléspectateur le premier patriote de ces pays qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur d'une vision glorieuse pour le pays. D'ailleurs, il avait dit qu'il aimerait transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Si vous aviez un conseil, une idée à lui partager, quels seraient ces messages, quels seraient ces conseils? Vous avez cette caméra et les chefs de l'État vous regardent. Merci. Je vais aller droit au but. Ce que je peux conseiller au numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire ce que Eduardo dos Santos avait fait lorsqu'il y avait eu les booms pétroliers en Angola. Eduardo avait fait deux choses. Il a, à travers les retombées du boom pétrolier, construit une route, un chemin de fer qui a relié tous les territoires de l'Angola. Et à travers ces deux infrastructures, l'Angola, aujourd'hui, peut être classé comme modèle d'émergence dans la sous-région grâce à ces deux infrastructures. Je crois que si nous avons une route, un chemin de fer qui relie tous les territoires nationaux, tous les territoires de notre pays, ça sera un développement sûr et bénéfique pour toute la population de notre pays. Et je crois que d'autres secteurs vont seulement suivre l'impact. Je crois que le chef de l'État ferait mieux. Nous n'avons pas à chercher des exemples loin, très loin. L'exemple de l'Angola, après-guerre, c'était les booms pétroliers et avec les revenus de ces booms pétroliers,
Et le président Eduardo dos Santos n'était pas allé par 4 chemins. Un seul chemin qui a été conseillé par les experts de la Banque mondiale, c'était de construire une route et un chemin de fer qui devrait relier tous les territoires de l'Angola. Si nous faisons la même chose, parce que nous nous retrouvons également dans des cas similaires avec l'Angola, c'est après-guerre les booms pétroliers, et chez nous, ça sera après-guerre les booms miniers à travers ces partenariats qu'il a pu signer avec les États-Unis d'Amérique. Merci, Maître John. C'était ça, votre message pour les chefs de l'État. Oui, Maître John, je vous rappelle que notre émission est suivie dans le monde entier aujourd'hui, avec l'avènement de YouTube. Mais Maître John, nous sommes aussi à Kinshasa. À Kinshasa, nous parlons lingala. Ouais. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de ces partenariats RDC, États-Unis, à lingala cette fois-là? Merci beaucoup. En lingala, tout le partenariat wana ezali très important pour na mboka na biso Congo. Tu yebi ke mboka na biso to vivaka principalement na ba mine o ezali don o nzamba pesi biso likabo nzamba pesi biso pona kotombola kitaye kolo na biso. Ba société américaine baza ba société o ezali na ba capitaux nécessaires. Oyo ekomatise exploitation minière na mboka na biso et notamment des revenus ekoza un impact makasi. Contrairement à la campagne de diabolisation bato bazo sala, ko exploiter ba mine industriellement, ça demande de grands capitaux. Et c'est là qu'on dit bato bazo zoya mukiete. Et parmi les pays qui disposent de ces capitaux, tous en États-Unis, tous en Chine. Et aujourd'hui, arrivé aux États-Unis, et qu'ils ont un signal fort, même les pays qui ont traîné les pas. Bakoya, économie, mbo cannabis et komata, bato bakozo misala, mbo cannabis et kotongama. Merci. L'émission est à la fin. Si vous aviez un dernier mot, peut-être pour le Palou, peut-être pour tous les Congolais qui vous écoutent partout dans le monde, quel serait-il, votre dernier mot? Notre dernier mot à tous les Congolais, photo lingambo cannabis. Tozana mboka mususu te o nzamba pesi biso à part mabele ya Congo. Lelo soki développement côtier na nzela ya président Tshisekedi et que profiter na peuple congolais nyonso. Tologola makanisi ya kotala ka bato mais total intérêt général, c'est que la RDC va gagner. C'est que notre peuple va gagner. Tous à la Sima Mokonzamboka, tous soutenir vision nabe fort au Yazali ko déployer aujourd'hui pour que Mboka Nabiso et son développement et son kimia peuple congolais ne sikanyon sazali abika na kimia d'investissement na eya et créer emploi. Donc le message que nous avons, c'est un message pour que notre peuple soutienne son gouvernement qui fournit les efforts pour le développement de notre pays, pour la paix dans notre pays, ainsi que la paix dans la région. Pour les Palou. Pour les partis lumumbistes unifiés, qui est dirigé des mains de maître par son Excellence Maître Didier Mazenga, l'actuel ministre du Tourisme. Nous en appelons à nos militantes et militants de soutenir le leadership de Maître Didier Mazenga comme chef du parti et de soutenir la vision du chef de l'État qui nous a fait confiance à travers la personne de Maître Didier Mazenga dans le gouvernement de la République, de soutenir la vision du chef de l'État, de soutenir notre gouvernement, de soutenir la paix au Congo et de soutenir tout ce que nous entreprenons pour que notre parti soit debout, pour que notre parti ait sa place dans l'échiquier politique en République démocratique du Congo. Maître John Koulen-Foka, je vous remercie. Merci d'être venu au Salon Patriotique. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour pouvoir donner aussi notre point de vue dans ce qui se passe dans notre pays. Merci d'avoir été avec nous dans le Salon Patriotique. Aujourd'hui, nous avons décrypté les enjeux RDC, États-Unis, autour de minerais stratégiques, entre opportunités, risques et responsabilités.
responsabilité nationale. Il appartient à chaque Congolais et Congolaise de s'impliquer et de suivre de près la gestion des ressources pour que notre pays tire véritablement profit de ces richesses. A très bientôt dans le salon patriotique pour de nouveaux débats qui seront branchés à la télévision, la chaîne de la génération digitale. Maître Dieu, merci d'être venu. Merci.